l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Non à la corruption au Togo. C'est la mission de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia. Et pour y parvenir, un document est en élaboration et analysé. Le processus de renouvellement des organes des chambres de métier est également en cours au Togo. L'heure est à la formation des différentes commissions ad hoc en charge de cette mission. Les détails dans ce journal. Et puis, vigilance, une fois de plus, un réseau de trafiquants d'organes humains sévit à Lomé. 7 membres ont été arrêtés et vous suivrez les détails des faits dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le chef de l'État, Faure Sezim Nanyazingbe, a pris part ce mercredi à la cérémonie de prestation de serment du président gambien Adama Barrow, réélu en décembre dernier. La cérémonie s'est déroulée dans la ville de Bako. On notait la présence des chefs d'État nigérians, sénégalais, sierra-léonais, mauritaniens et bissau-guinéens. Il faut également noter que le chef de l'État, Faure Sezim Nanyazingbe, a saisi cette occasion de la cérémonie de prestation de serment pour renouveler une fois encore ses chaleureuses félicitations à son homologue gambien avec qui il a fait le point des relations de coopération entre le Togo et la Gambie. Et vous suivrez là les images de l'arrivée du chef de l'État en terre gambienne. C'était hier. Le chef de l'État a été accueilli à l'aéroport de Banjul par son homologue gambien Adama Barrow. À noter également que les deux dirigeants togolais, gambiens et leurs homologues également présents ont fait le tour d'horizon des questions de paix, de sécurité, de stabilité et de développement de la sous-région ouest africaine et au plan continental. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à Plusia a élaboré un document stratégique national de prévention et de lutte contre la corruption. Le document provisoire, pour l'instant, est soumis à analyse et sera enrichi pour devenir en définitive un outil efficace de lutte contre le fléau. Voyons cela avec Désiré Aloy. La lutte contre la corruption et infractions assimilées est un enjeu important pour le gouvernement togolais qui, au travers de APLUSIA, Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les autres infractions assimilées, entend couper le mal à la racine pour éviter le fléau. L'institution, pour atteindre les objectifs, compte sur l'adhésion de tous les acteurs. Aujourd'hui, elle pense agir par une stratégie nationale, stratégie qui est dans sa phase de partage et d'enrichissement. Les populations au niveau de la région centrale sont à cette école. Nous voulons soumettre cette version provisoire aux Togolais de l'intérieur pour qu'ils en prennent connaissance, premièrement. Ensuite, qu'ils nous fassent leurs propositions et leurs observations pour que nous puissions améliorer cet outil-là qui nous concerne tous. Notre pays a ratifié toutes les conventions internationales de lutte contre la corruption. Ce document, c'est le manuel de procédure afin que nous puissions appliquer efficacement les mesures contenues dans ces instruments, dans ces conventions internationales. Il est important d'inaugurer une ère de tolérance zéro à l'égard de la corruption et infractions assimilées. Ce rapport provisoire de la stratégie, une fois étoffé et validé, deviendra une arme efficace de lutte. Et nous souhaitons vivement que les couches sociales qui sont présentes à cette réunion apportent leur contribution à ce document. Si le document est bien ficelé, et l'instance chargée donc de la lutte contre la corruption dans notre pays
pourra faire efficacement son travail. Aplusia a une double mission, la prévention et le traitement du mal, qu'est la corruption et autres infractions assimilées. Canal propice pour la bonne réussite des projets de développement et autres services rendus. C'est en septembre 2021 que le mandat des organes des chambres de métiers a pris fin au Togo. Ils ont été mis en place en 2017. Le processus de renouvellement est en cours et les membres des commissions ad hoc, spécialement Plateau Ouest, sont en formation à cet effet. Gisèle Kozona et Yata Aratem pour les précisions. Les commissions ad hoc des préfectures et communes des Plateaux Ouest renforcent leurs capacités avant l'élection prochaine des organes des chambres de métiers. Ces élections, prévues d'ici à mars, permettront de renouveler les anciens organes dont le mandat a pris fin depuis septembre dernier. Nous venons de lancer le processus de renouvellement des organes de chambres de métiers et je voudrais profiter de cette tribune pour inviter tous les artisans du Togo à se mobiliser pour participer à ces élections. Donc nous leur demandons d'approcher les chambres de métiers pour mieux connaître les conditions. Mais la condition qui change par rapport aux autres années, c'est que cette année, nous exigeons que les électeurs et même les candidats soient détenteurs de la carte professionnelle d'artisan. Le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat est venu encourager le processus et a mis l'accent sur l'importance du secteur artisanal pour le développement du pays. L'artisanat est un secteur important pour le développement du Togo. Et nous voudrions que ces organes soient bien élus pour pouvoir bien conduire les artisans afin qu'ils soient productifs, qu'ils puissent participer véritablement au développement économique du pays. Les membres des commissions électorales ont été suffisamment entretenus sur les enjeux du renouvellement des instances dirigeantes. Tous ont émis le vœu de voir bien aboutir le processus électoral pour relever nombre de défis qui s'imposent au secteur. Et l'enseignement technique est également en pole position dans les priorités du gouvernement. Et le ministre Oudin était sur les chantiers de construction des salles de classe et d'un nouveau centre d'enseignement technique et professionnel dans Agou et Kévé. Où en sont alors les travaux? Gisèle Kozona et Christine Picheke-Aloudé nous répondent. Des infrastructures pour une éducation de qualité. 4 salles de classe en pleine construction au lycée d'enseignement technique et professionnel d'Agou et un terrain de 10 hectares réservé pour un nouveau centre à Kévé. Pour s'assurer de l'effectivité des travaux, le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat était sur les lieux. À Agou, ça a beaucoup évolué. Maintenant que nous avons pu délier les cordes, nous pensons que les travaux vont être accélérés pour que les bénéficiaires puissent rapidement en bénéficier. Au niveau de Kévé, c'est l'implantation qui est en cours. Nous les avons exhortés à aller vite. Ces infrastructures permettront de renforcer la capacité d'accueil scolaire, un ouf de soulagement pour les responsables d'établissement. Initiative louable, d'autant plus que l'année passée, les élèves étaient au nombre de 47 et que cette année, ils sont arrivés à 313. Et lorsqu'on construit encore, ça va motiver les parents, ça va motiver d'autres élèves qui sont actuellement dans les niveaux secondaires de l'enseignement général pour opter pour l'enseignement technique et professionnel. Ça nous réjouit et ça va beaucoup nous aider et ça va nous permettre aussi d'être chez nous et prendre des initiatives. Tout le milieu va nous connaître. Ça va donner une visibilité à l'enseignement technique. Le ministre délégué a profité de l'occasion pour sensibiliser les élèves sur leur éducation. Il a également mis l'accent sur les avantages d'une formation dans les centres d'enseignement technique et professionnel. Et le ministre Ouatteba de l'enseignement supérieur était, lui, dans l'amour. L'objectif de sa tournée était d'inciter les leaders communautaires à prendre part active au processus de développement local et par ricochet national. Sur place, la correspondance de Sylvain Abdou. Le 30 décembre 2021 dernier, le chef de l'État a annoncé dans son discours des mesures allant dans le sens du développement économique et social
Outre ces mesures, des questions sécuritaires, d'éducation, de santé, mais aussi la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Les grandes lignes de ce message sont partagées avec tous les chefs cantons de la préfecture d'Amou par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Majesté Iwateba. Ceci à travers une tournée effectuée dans la préfecture où les 14 chefs cantons ont été visités. Une tournée pour leur expliquer les ambitions et la vision stratégique du chef de l'État en matière de développement. Il s'agit également pour le ministre d'échanger avec eux pour susciter leur implication destinée à bien accompagner cette politique sur le terrain. Ces visites permettent effectivement d'expliquer à ces chefs la vision du chef de l'État et surtout le programme social du chef de l'État. Eu égard aux conditions sécuritaires aujourd'hui qui prévalent, il est très important que nous puissions nouer des liens solides avec nos communautés, pour que les communautés sentent la présence de l'État, que les communautés sentent que l'État est à leur côté et est décidé à les accompagner dans leurs différents besoins. Cette visite du ministre à tous les chefs cantons consiste aussi à recueillir leurs besoins et réfléchir sur des mécanismes innovants devant asseoir un développement harmonieux et durable. Il est allé également avec des mains chargées de présents. Nous, on est très contents, la population, mais notable, tout le monde est content par ce geste. Il a fait l'année passée et cette année, il le fait encore. On ne tient que le remercier et remercier tout le gouvernement et le chef de l'État aussi à travers lui. Il a dit beaucoup de choses, ce qu'il faut pour les chefs, ce que les chefs doivent faire, ce que le chef d'État prévoit pour nous, le bien-être de tous les Togolais. Il a dit. À travers cette tournée, le ministre entend apporter son appui et surtout marquer la présence du gouvernement au niveau des communautés des milieux les plus reculés. Ceci pour mieux s'imprégner des réalités qu'elles vivent au quotidien. Et les apprenants sont eux aussi appelés à participer à ce processus et plus encore, ils doivent être des citoyens modèles. Et c'est l'objectif d'ailleurs d'un concours national d'éloquence destiné aux élèves des lycées du pays. Ils devront développer le thème des nouvelles technologies de l'information et de la communication TIC et l'éthique en milieu scolaire. Marie-Rena Beta et Ulrich Amega pour des précisions. Ces dernières années, le Togo a fait face à une montée de l'incivisme à travers le cyberespace, caractérisé par la dépravation des mœurs, la prolifération des fake news, des intimidations, des attaques de tout genre. Pour une utilisation responsable des services numériques, notamment les réseaux sociaux, l'Association des jeunes communicateurs pour le changement de comportement sensibilise sur les bonnes pratiques dans le domaine. Et c'est à travers son projet Génie des lycées. Le projet Génie des lycées est une initiative qui vient en quelque sorte participer au plein essor de la politique nationale de l'éducation, notamment en sensibilisant les plus jeunes, les élèves du secondaire, à l'usage efficient de l'outil numérique des TIC en milieu scolaire. Le numérique qui représente un grand avantage est également un risque, notamment aux mains des plus jeunes. Et donc l'AJ3C vient à travers cette initiative à la fois ludique et didactique, sensibiliser ces plus jeunes-là à cet usage efficient de l'outil numérique en milieu scolaire. La stratégie pour atteindre la cible est toute simple. Le projet phare de cette initiative, projet Génie des lycées, c'est d'abord un concours national d'éloquence et de plaidoirie et ensuite une phase de sensibilisation dans les établissements. La sélection des élèves se feront à la fois de façon physique mais aussi virtuelle. Donc à partir de ce lancement, une plateforme d'inscription sera mise en place, mise en ligne. Les élèves pourront s'inscrire à travers tout le Togo via un lien qui leur sera communiqué, qu'ils peuvent voir déjà également sur la page Facebook de l'Association des jeunes communicateurs pour le changement de comportement AJ3C. Il y aura également des formulaires d'inscription qui seront déposés dans divers établissements et qui permettront également aux candidats de pouvoir procéder directement à leur inscription au sein de leur établissement. 10 meilleurs candidats sont attendus à la finale. Les lauréats vont être primés avec l'appui des formations en codage, en technique de prise de parole et un séjour à Accra. Et je vous l'annonçais également en titre, un réseau de trafiquants d'organes humains a été démantelé par la gendarmerie nationale togolaise suite à des enquêtes. 7 membres du réseau ont été interpellés et les mises en cause ont été présentées à la presse ce jour. Le récit des faits avec Yata Aratem. Un bossu disparaît à Lomé dans le quartier Atiégou le 22 décembre 2021.
Une enquête aussitôt ouverte a conduit à l'interpellation du nommé Yoro Ibrahim. La perquisition de sa chambre a permis de retrouver le corps sans vie de la victime, mutilé et enterré sous le lit. Sur ce corps, il manquait le dos, le cœur et le poumon gauche. Reconnaissant être l'auteur de ce crime crapuleux, le mis en cause déclare avoir agi pour honorer la commande d'un charlatan qui avait besoin d'une bosse humaine pour un rituel. Je rate toujours le travail. Donc c'est ce qui m'a amené à trouver un marabout. Il m'a remis un morceau de viande en plus, une pièce de 25 francs. Et il m'a dit de trouver quelqu'un qui a la bosse pour que je puisse trouver ce que je veux. Les investigations ont donc conduit les enquêteurs de Lomé à Blita et à la Matessi dans la région centrale où des perquisitions et interpellations ont été faites. Au total, 7 membres de ce réseau, tous de nationalité togolaise, ont été appréhendés. Ces individus adeptes de l'occultisme et constitués en bande organisée se procurent les organes et tissus humains soit en commettant des meurtres, soit en les achetant ou encore en profanant des tombes. Les perquisitions effectuées au cours de ces investigations ont permis de retrouver, en dehors d'autres restes humains, les organes prélevés sur le corps de la victime et un pistolet de fabrication artisanale. Ces organes seront restitués à la famille pour inhumation. Les individus interpellés seront mis à la disposition de la justice. En RDC, ce sont 6 hommes qui viennent d'être interpellés. Ils sont accusés de meurtre, entre autres celui de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo. C'était il y a 1 an. Ces 6 hommes présentés mardi au gouverneur de la province du Nord Kivu en RDC sont accusés de meurtre. 2 d'entre eux seraient notamment impliqués dans l'assassinat l'année dernière de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo. Ces arrestations sont les premières annoncées par les autorités congolaises depuis l'ouverture de l'enquête après le meurtre par balle du diplomate italien. Un enlèvement contre rançon qui aurait mal tourné selon les explications des autorités congolaises. Mais le principal suspect est toujours en cavale. Ils ont ici à nous dire, quand ils ont kidnappé son excellence monsieur l'ambassadeur, c'est lui qui a réussi à tirer sur l'ambassadeur, c'est Aspirant. Et quand Aspirant a tiré sur l'ambassadeur, ils ont beaucoup regretté. Pourquoi? Puisqu'il devrait avoir dans ses coups $1 million. Luca Atasio, 43 ans, avait été tué alors qu'il circulait dans un convoi du programme alimentaire mondial qui devait se rendre de Goma à Rutshuru, dans le Nord Kivu, près de la frontière rwandaise. Et la douane sénégalaise, elle a raisonné un navire transportant 3 conteneurs chargés de munitions de guerre d'une valeur de $4 millions. Le navire aurait fait escale d'abord en Espagne, puis en Italie. Et l'équipage du navire est auditionné. La douane sénégalaise a arraisonné un navire transportant 3 conteneurs chargés de munitions de guerre d'une valeur de $4 millions. Le navire Eolika battant pavillon guyanais faisait escale pour se ravitailler au port de Dakar. Alerté par l'absence de documents fiables de navigation et de transport maritime, mais surtout par les incohérences des déclarations du capitaine du navire, les agents de la subdivision maritime des douanes, notamment ceux de la brigade portuaire renforcés par les agents au service de l'UMCC, ont décidé de procéder à la fouille et au contrôle de la cargaison, relate le communiqué de la douane. Les membres de l'équipage sont en cours d'interrogatoire, ils sont ukrainiens. L'Eolika avait fait halte début décembre à La Spezia dans le nord de l'Italie et mi-décembre à Las Palmas en Espagne, selon plusieurs sources. Le navire est décrit par des sites spécialisés comme un cargo de 80 mètres de long. Et en Grande-Bretagne, le Partygate alimente toujours les débats. Ce scandale de peau organisé en période de confinement auquel aurait pris part le Premier ministre britannique. Et si tout le monde réclame sa démission, Boris Johnson, lui, refute les accusations contre lui. Le temps tiendra-t-il encore? Le Premier ministre britannique est menacé dans son camp conservateur. D'après le Daily Telegraph, pas moins de 20 parlementaires prévoient d'envoyer ce mercredi des lettres pour demander un vote de défiance contre lui. Il en faut au total 54 pour qu'un vote soit organisé.
À l'origine de cette fronde, une fête organisée en mai 2020 dans les jardins de Downing Street, au moment même où les restrictions sanitaires limitaient les rassemblements à un maximum 2 personnes en extérieur. Boris Johnson, lui, affirme qu'il pensait se rendre à une réunion de travail. Personne ne m'a dit, et je suis absolument catégorique à ce sujet, personne ne m'a dit que c'était un événement contraire aux règles, qu'elle est à l'encontre de ce que je demandais à tout le monde de faire. Ça n'aurait pas dû se passer. Ce dont je me souviens, c'est d'être sorti dans ce jardin pendant un court moment, environ 25 minutes, et puis d'être retourné à mon bureau. Ces excuses présentées au Parlement la semaine dernière n'ont pas suffi à éteindre l'incendie. Son ancien conseiller Dominic Cummings assure que Boris Johnson savait que ces fêtes étaient illégales. Sous pression, le Premier ministre aimerait pouvoir changer de sujet. Il doit s'adresser au Parlement ce mercredi et s'entretenir avec son cabinet pour discuter de la levée des restrictions imposées pour lutter contre le variant Omicron. Pour faire la lumière sur cette affaire, une enquête est en cours. La haute fonctionnaire Sue Gray examine une douzaine d'allégations d'infraction aux règles sanitaires par Boris Johnson, son équipe et certains fonctionnaires. Son rapport est attendu d'ici la fin du mois. Actualité sanitaire toujours, cette fois avec la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo à ce jour du mercredi 19 janvier 2022. Le nombre de cas confirmés est de 36 120. 64 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 29 735. 357 nouveaux guéris enregistrés depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 6 121 et le nombre de décès est passé à 264. Un nouveau décès a malheureusement été enregistré depuis hier et c'est un communiqué du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Mejiawa. Vous êtes amateur de chocolat, de bon chocolat made in Togo, eh bien vous allez pouvoir savourer le nouveau bébé de la maison Choco Togo. Chocolat premium, c'est son nom, 61%, c'est sa teneur en cacao et c'est du chocolat noir. Je ne vous en dis pas plus. Pour vous en donner l'envie, Edwige Atakabasabi et Sandra Ajavé nous font découvrir le produit. Choco Togo continue d'innover pour répondre aux envies des consommateurs. Il met sur le marché un nouveau chocolat premium avec un packaging exprimant l'évolution de l'entreprise. C'est un produit qui est issu de la matière première Amelonado. Cette variété a un goût particulier. C'est que quand vous mangez le chocolat là, vous allez vous sentir comme si ça a été mélangé avec le café. Le goût est unique et met en valeur les fèves de qualité issues du terroir. Le tri et le calibrage sont faits à la main avec un soin rigoureux dans le respect des mesures d'hygiène. Nous n'utilisons que 2 matières très importantes, le cacao et le sucre, mais le sucre roux. L'autre qualité, c'est que nous ne mettons pas l'accent sur n'importe quel chocolat, mais le chocolat noir, dont la teneur du cacao dépasse 50%. Le nouveau packaging de Choco Togo, vous allez voir le monument de l'indépendance. Ce monument de l'indépendance est très significatif pour nous parce que notre objectif, c'est que le cacao togolais ne doit plus être vendu sur la bourse internationale de Londres. Ce n'est pas la bourse qui doit déterminer le prix de notre cacao, mais c'est le cacaoculteur. Avec Choco Togo, c'est la sélection des sélections. Le nouveau pack de l'entreprise représente 3700 cacaoculteurs du pays. Donc nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Maintenant, il faut inverser la tendance et encourager maintenant à consommer ce que nous produisons. D'où l'intérêt pour nous de soutenir une initiative togolaise. Choco Togo étudie au jour le jour le comportement du consommateur local et s'adapte progressivement au goût et aux différents faits et gestes liés à ce type de consommation. Produit d'une manière semi-artisanale, Choco Togo respecte toutes les bonnes pratiques en matière de fabrication. Les 2 médailles d'or raflées par le Togo au thé 2021 Cacao of Excellence en est une preuve.
Sport football avec la CAN 2021 qui se poursuit toujours du côté du Cameroun. Et ce mercredi, la Guinée-Bissau a perdu face au Nigeria par un score de 2-0 et l'Égypte a battu le Soudan par 1-0. Et puis, on revient sur la belle surprise de cette CAN, on peut le dire, les Comores qui ont battu hier les Black Stars du Ghana par 3-2. La surprise était aussi grande qu'au pays, à Moroni. La joie était à son comble hier. Regarde. Une victoire lors du dernier match de groupe pour rester en vie. Les Comores n'avaient pas d'alternative mardi face à la bande à Jordan Ayew. À Moroni, les supporters croisaient les doigts. Au coup de sifflet final, l'exploit est au rendez-vous. Les Coelacantes viennent de battre le Ghana 3-2. Vraiment, j'ai les larmes aux yeux, c'est une victoire très historique. Les 3 points, ça suffit pour nous, les 3 points, ça suffit. Donc, si on en parle de qualification, ça sera meilleur pour nous. Nous remercions Dieu pour ce que nos joueurs ont accompli aujourd'hui. Ils avaient perdu 2 matchs, mais aujourd'hui, ils ont montré qu'ils étaient capables de progresser. Troisième de leur groupe, les Comores devront attendre jeudi pour savoir s'ils font partie des 4 meilleurs troisièmes, appelés à disputer les 8e de finale de la compétition. Mais en attendant, le pays savoure sa première victoire pour une première participation en Coupe d'Afrique des Nations. Et le rendez-vous est pris pour demain pour la dernière journée de la première phase. Et vous suivrez donc en direct sur la télévision togolaise à partir de 16h les 2 matchs. Sierra Leone, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Algérie. 2 matchs qui se jouent simultanément. Également simultanément à 19h, Gambie, Tunisie et Mali, Mauritanie. Des matchs donc que vous avez la possibilité, l'opportunité de suivre en direct sur la télévision togolaise et d'autres en différé à partir de 0h sur la télévision togolaise. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté de Moroni dans les îles Comores. Bonsoir.